Salut, c'est Alexis, vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes dont les projets vous font découvrir toujours un peu plus de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, on continue notre exploration du low-code avec Thomas Villarenne de chez Payfit et qui était auparavant chez Generative Objects. On essaie ensemble de faire un tour d'horizon du sujet pour essayer de démystifier un petit peu tout ça, sans jargon et tout en pédagogie comme d'habitude. Allez, c'est parti. Salut Thomas, bienvenue sur le podcast de Contournement. Tu travailles chez Payfit, une société désormais très connue dans l'univers des startups et qui a la particularité d'avoir inventé son propre langage de programmation, le JetLang. Je balance ça comme ça, mais tu vas nous expliquer tout ça plus en détail un petit peu plus tard évidemment. Mais surtout ensemble, donc on va continuer à creuser le sujet du low-code, donc un domaine que tu connais particulièrement bien comme on va le voir, qui a un rapport avec Payfit, je précise tout de suite que les gens s'attendent pas forcément. J'avais choisi pour l'épisode précédent de parler du low-code un peu sous l'angle très précis finalement de l'usage de code dans le contexte d'outils no-code comme Bubble, avec Pierre et Arthur de l'agence Cube. Je me suis dit que c'était un moyen un peu facile de passer en douceur du no-code au low-code. Et ensemble, on va essayer maintenant un petit peu de creuser un petit peu plus globalement ce sujet, voir peut-être ta définition, les différentes définitions, ce que les gens entendent par le no-code, tout en restant très abordable et accessible, même pour les moins techniques d'entre nous. Donc j'espère que tu es prêt pour ce challenge. Je suis prêt. Bonjour Alex, et bonjour à tous. Je te propose de te présenter pour commencer. Tout simplement. Bonjour, je m'appelle Thomas, je suis staff engineer chez Payfit, comme le disait Alex, depuis bientôt 2 ans, où j'ai un rôle d'architecte sur la plateforme JetLang. On parle plus trop de langage de programmation, parce qu'on s'est rendu compte justement qu'on était un peu au-delà du langage, mais on y reviendra sûrement. Mmh. Et avant ça, j'ai travaillé pendant presque 7 ans chez Generative Objects, qui est un éditeur logiciel qui édite aussi une plateforme low-code. Alors à l'époque, au tout début de Generative Objects, ça s'appelait pas le low-code encore. Et avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur comme beaucoup de gens. Et puis j'ai fait une thèse en informatique et en sciences cognitives sur le domaine aussi de la modélisation, ce qui m'a amené en fait à ce que je fais maintenant, donc travailler avec les modèles. L'intitulé de ta thèse? Alors l'intitulé de ma thèse, c'était Modèles et mécanismes d'adaptation de l'interaction homme-machine au changement de contexte. Tu vois, 9 ans après, je m'en souviens encore. Ouais, j'imagine que tu as dû passer un moment dessus. Oui, 3 ans. Et donc l'idée, c'était de pouvoir capturer la connaissance des opérateurs de systèmes complexes comme les cockpits ou les systèmes de contrôle aérien pour construire une interface homme-machine, donc une IHM qui allait s'adapter au changement de tâches, donc aux interruptions, tout ça, grâce à la modélisation. Super. Donc clairement, background tech, j'aime bien toujours demander. Oui. Là, dans ton cas, c'est vraiment clair, docteur même en informatique du coup. C'est ça. Je crois que c'est la première fois. Peut-être que j'ai quelqu'un qui a un doctorat. Au moins, je pense que ça. Est-ce que du coup, t'as donné des cours, j'imagine aussi dans ce cadre-là? Non, j'ai quasiment pas donné de cours pendant ma thèse, que j'ai fait une thèse en CIFRE. Donc c'est l'équivalent de l'alternance en fait, donc en entreprise. D'accord. Exactement. Donc j'étais chez Bertin Technologies, qui est une boîte française dans l'ingénierie. D'accord. Bon, j'ai quand même eu l'occasion d'écouter tes talents pédagogiques, on va dire, dans le cadre du podcast que tu avais enregistré avec Bruno Soulez, qui s'appelle IFTTD. C'est ça. Que je mettrai, on en reparlera un petit peu plus tard, mais en tout cas c'était très cool, et donc on va en avoir besoin là pour aborder vraiment cette question du low code et essayer d'expliquer un petit peu, de manière un peu générale, peut-être démystifier certaines choses autour du low-code. Je pense qu'il y a beaucoup d'incompréhension ou de détournement aussi un petit peu de ce terme. C'est un peu le terme à la mode ces 2 dernières années, le no-code, le low-code. Ouais, exactement. Tu vois, déjà, il y a une association entre les deux qui est intéressante, qui n'est pas toujours évidente. L'un comme l'autre peuvent être utilisés à des fins marketing aussi, des fois pas très évidentes. Et donc, je suis assez curieux de savoir, déjà peut-être pour commencer, quelle est toi ta définition du low-code? Alors, une question dans le vif du sujet. Avant de parler du low-code, pour moi, il y a plusieurs niveaux à la définition. Pour moi, c'est le low-code, je l'ai vu notamment chez Generative Objects,
c'est la suite logique en fait dans l'histoire de l'informatique. C'est-à-dire que, on le voit assez classiquement maintenant dans les articles qui présentent le low-code. L'informatique, ça a commencé avec des cartes perforées, où on disait aux ordinateurs, voilà, il faut travailler comme ça. Après, on a ajouté des langages de programmation de plus en plus abstraits. Donc, il y avait l'assembleur qui était vraiment des instructions machines qu'on donnait au processeur. Et ensuite, derrière, on a introduit des langages de plus en plus abstraits qui simplifiaient des choses, typiquement des langages comme le C où il fallait encore gérer la mémoire des processeurs, et puis derrière des langages comme Java ou JavaScript ou des un peu plus haut niveau où là la mémoire est gérée. Donc à chaque fois on rajoute une couche d'abstraction qui permet aux utilisateurs de ces langages de pas avoir à se soucier de comment ça fonctionne au niveau en dessous. Et pour moi le low-code c'est un peu le next step, l'étape suivante. On va essayer de parler français quand même. L'étape suivante dans cette évolution de l'informatique, c'est-à-dire que grâce à la programmation visuelle et à des plateformes ou des outils qui permettent simplement de configurer des choses, on va pouvoir instancier, on va pouvoir créer une application sans vraiment avoir à apprendre un langage de programmation au sens classique du terme. On va juste coder, alors je mets des guillemets, vous me voyez pas à l'audio, mais on va coder grâce à des interfaces graphiques. C'est ce qu'on fait sur un Bubble ou sur un Mendix, un OutSystem. On a des interfaces qui permettent finalement de décrire les comportements comme un développeur le ferait avec du code classique, mais avec une interface plutôt visuelle. Et donc pour moi le low-code c'est l'étape suivante, et puis après on en reparlera sûrement, mais moi je fais beaucoup la distinction entre les outils et les plateformes. Je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant ou si t'as... Ouais, non, carrément, mais juste avant ça, peut-être, là, moi, j'ai l'impression que la définition que tu as donnée, finalement, c'est un peu la définition du no-code. Donc voilà. Peut-être que tu vois, Alors moi, tu sais pourquoi je te dis que c'est la définition du low-code ? Parce que chez Generative Objects, en fait, on n'a pas parlé de low-code quand j'ai commencé en 2013 et la boîte existe depuis 2009. Quand j'ai commencé... Chez Generative Objects, on parlait pas de low-code ou de no-code à l'époque, on parlait de développement rapide d'applications. Ouais. C'était on trouve souvent le terme RAD, Rapid Application Development Platform. Et en fait, c'est comme ça qu'on vendait la solution Generative Objects. Et cette approche, elle vient de l'histoire de ce que je viens de dire. En fait, il y avait des outils déjà avant qui permettaient de générer du code à partir par exemple de diagrammes UML. Alors, un diagramme UML, pour ceux qui savent pas, c'est pareil, c'est pas de la programmation, mais c'est de la représentation visuelle des modèles de données comme on peut le faire sur n'importe quelle plateforme comme Bubble. On va avoir ces blocs. En fait, finalement, derrière, ça s'inspire très fortement du ML. Et donc, on pouvait générer automatiquement du code. Et derrière, en fait, nous, on est arrivé là, on était dans cette étape supplémentaire où on simplifiait l'accès à la programmation informatique en faisant du low-code, mais il fallait quand même faire un peu de code pour pouvoir, on va dire, souvent se connecter aux sources de données. Parce que en entreprise, parce qu'on travaillait bien sûr à l'époque principalement pour le monde de l'entreprise. En entreprise, les sources de données, elles étaient pas toutes, on dit maintenant APIfiées. Enfin, il y avait pas d'accès simple à l'information via le web, enfin via des requêtes d'API. Donc il fallait aller se connecter directement aux différentes bases de données, voire aller lire des fichiers type Excel, des choses comme ça, mais déposer sur des systèmes de stockage, des disques partagés sur le réseau, des trucs comme ça. Et donc tous ces trucs-là, toutes ces connexions de données, on devait le faire à la main. Et puis dans une plateforme, dans une approche assez générique comme peuvent être les plateformes low-code ou aussi parfois no-code, on peut pas couvrir tous les cas métiers. Et donc il faut les coder à la main. Est-ce qu'il n'y a pas justement pour prendre un petit peu de recul, là je réfléchis un petit peu en même temps qu'on parle, mais tu vois, parce que j'ai envie d'essayer de distinguer un peu, tu vois, toutes ces approches finalement, tu vois. Pour moi, le côté low-code, no-code, c'est la manière dont tu vas utiliser les outils ou les plateformes. Si tu vas nous donner un peu ta distinction là-dessus. Mais tu vois, est-ce que, par exemple, quand on parlait de RAD, il n'y avait pas ce truc de tu fais une partie visuelle, ça te génère du code et ensuite tu viens travailler sur ce code? Alors, oui et non, je pense qu'effectivement tu as raison. À l'époque, ça fait le vieux qui parle, mais c'était il n'y a pas si longtemps, il y en a encore qui utilisent ce type d'approche. Le code, on pouvait enfin ces plateformes-là généraient du code effectivement, mais typiquement chez Generative Objects, on pouvait créer des applications complètes sans ajouter de code.
à partir du moment où tu n'avais pas besoin de te connecter à une source de données interne et où ta complexité métier, c'est-à-dire les traitements que tu devais faire sur l'information, était relativement simple, on avait un mini langage d'expression dans le logiciel, dans la plateforme, qui permettait d'exprimer ces règles métiers. Et donc, on générait toute la couche classique de l'architecture d'un système d'information. Donc, c'est les fameux trois tiers, hein, la base de données, ce qu'on appelle le back-end, donc la partie serveur, et le front-end, donc la partie client, donc ce qu'on télécharge, ce qu'on va avoir sur le navigateur web. Et donc ça, c'était automatiquement généré. Donc avec la plateforme, au final, ma définition, c'est que là, on aurait pu dire qu'on faisait du no-code, puisque l'utilisateur de la plateforme, nos analystes à l'époque, ils pouvaient aller faire déjà une première version d'une application pour un de nos clients sans coder. Okay. Donc c'était si le no-code et le low-code, la différence, c'est que pour le low-code, il faut coder en plus, bah dans ce cas-là, chez Generative Objects, on pouvait faire aussi du no-code. Après, ça avait ses limitations, parce que la plateforme n'était pas prévue pour couvrir plein de cas, et donc généralement, la façon dont on travaillait, c'est que si un client demandait un cas particulier, soit l'intégration d'un widget, soit des règles métiers un peu particulières, on allait les développer à la main, et si elles faisaient du sens et étaient généralisables, on allait les réintégrer dans la plateforme pour qu'elles soient disponibles pour nos analystes en no-code, justement. Donc c'est un peu l'approche de développement en R&D qu'on avait sur cette plateforme. Donc oui, il y avait sûrement, enfin sur ce type de plateforme, il y avait du code métier, et typiquement quand on voit des plateformes par exemple comme Simplicité, je sais qu'ils sont ils discutent beaucoup de low-code, et dans les interventions de Thomas Repold par exemple, il parle beaucoup justement de ce code métier qui est nécessaire dans le monde de l'entreprise, et c'est souvent ça qui va décrire l'approche low-code dans ces plateformes, c'est qu'il va falloir faire un peu de code à la main. Mais vraiment, généralement, c'est pas pour gérer la plomberie, quoi. C'est plus, en théorie, c'est plus pour gérer ce que j'appelle la plomberie, c'est-à-dire les connexions sources données, tout ce que j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, on est arrivé à un niveau où tout ça peut être fait de manière automatique, notamment avec le cloud. Enfin, même ça, moi, je l'ai vécu. Au début, on déployait sur nos propres serveurs à la main les applications. C'était un petit peu lourd. Maintenant, en 2-3 clics, c'est automatisé, donc on peut itérer très rapidement. Et donc là, la plomberie, elle est complètement gérée de bout en bout, et on peut se focaliser sur la valeur qui est le code métier. Donc c'est ça que va faire un développeur qui travaille sur une plateforme avec une plateforme low-code. Il va développer la logique métier avec une vraie valeur ajoutée. Et ça, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de cas où en entreprise, on peut pas. En fait, les outils no-code / low-code sont, je pense, encore trop génériques pour pouvoir couvrir tous les cas métiers en avance. Après, si on veut couvrir un cas métier particulier, il faut s'outiller avec une plateforme spécifique, comme on le fait chez Payfit. On en reparlera, je pense. Ouais, non, carrément. Avant il y a plein de points déjà sur lesquels j'ai envie de rebondir, mais on va faire un petit focus justement pour que tu nous expliques un petit peu plus comment fonctionnait Generative Object. Mais peut-être que justement déjà on va placer un petit peu cette distinction que tu fais entre plateforme et outils. Parce que je pense que ça va nous servir aussi un peu par la suite de la discussion. Alors, pour moi, un outil, ça va être... dans le monde du no-code, low-code, parce qu'après, on peut avoir plein de définitions. On va circonscrire. Déjà, c'est quand même... Mais pour moi, les outils no-code, ça va être des outils qui vont se focaliser sur une seule tâche et la faire très bien. Versus une plateforme, ça va être un environnement intégré qui va permettre de couvrir l'ensemble des concepts que tu vas avoir besoin d'adresser pour concevoir une application. Je m'explique. Pour moi, quand tu veux créer une application, il y a trois grands domaines que tu dois couvrir. C'est la donnée, la modélisation de la donnée. Donc, tu dois définir quels sont les concepts métiers que tu manipules. Donc, typiquement, si tu veux créer un CRM, un outil de gestion relation client, tu vas avoir le concept de client, d'entreprise, peut-être de contact, des choses comme ça. Et puis ça, tu vas le modéliser sur tes outils. Tu peux très bien le faire sur un outil comme Airtable, mais lui, il va te permettre de faire que ça. Ou alors, tu peux le faire sur une plateforme ou sur un outil. Alors, ce qu'on appelle Bubble, on appelle un outil. Moi, je le vois plus comme une plateforme, Bubble, par exemple. Et donc, tu vas avoir ce premier domaine. Ensuite, tu vas ajouter la partie interface
IHM comme on dit en français, interface homme-machine, donc la fameuse UI où tu vas créer tes vues sur la donnée. Alors maintenant Airtable permet de le faire par exemple, donc on voit que certains commencent à commencent, mais bon, vraiment au début de ça, parce qu'on n'est pas du tout sur une flexibilité. Voilà. Mais typiquement sur un Webflow, ça va être un outil comme Webflow, lui va être très spécialisé sur cette approche-là. Il y a d'autres outils, chez Webflow, vous connaissez sûrement mieux que moi tous les outils no-code qui permettent de couvrir cette partie-là. Et le troisième domaine, ça va être plutôt la logique métier elle-même. Alors la logique métier, en fait, on peut y mettre un peu tout ce qui reste, et dès qu'on parle de tout ce qui permet de faire fonctionner l'application, donc les règles métiers, que ce soit des règles de calcul, ça va être des règles peut-être de sécurité aussi, qui a le droit d'accéder à telle ou telle information, des règles de validation sur ta donnée. Je veux vérifier que, par exemple, une date de naissance, elle fait que la personne a plus de 18 ans. Des règles, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre comme type de règles? Des règles de valeur par défaut pour méchants, tous ces concepts-là, en fait, ça va être les règles métiers. Et puis bien sûr de la logique aussi, que j'appelle plutôt asynchrone, qu'on va avoir dans des workflows, et tout ça va être adressé par exemple dans des outils comme Zapier, Integromat, N8N par exemple, vont permettre de se focaliser purement sur cette logique métier de manipulation de la donnée. Mais ils vont faire que ça, qui se passe un peu en coulisses, quoi, comme on dit, voilà, dans c'est ça, le qui se passe en back-end, en coulisses. Et ça, c'est le troisième partie. Donc, en fait, si tu veux créer une application, tu peux le faire, généralement. Enfin, je vois souvent passer sur le Slack de No Code France, tu vas combiner un Airtable, un Webflow, et puis ou un WeWeb, pour rester français, un Integromat, un N8N, et puis tu vas les combiner ensemble. Et puis, tu peux faire ton application pour ton client. La plateforme, elle va proposer toutes ces logiques, enfin tous ces concepts, toutes ces briques, voilà, merci, en même temps. Et typiquement, c'est ce que fait Bubble, c'est ce que font Mendix, OutSystem, j'ai cité Simplicité, Generative Objects, bien sûr, et puis bien d'autres. Ouais. Non, c'est très intéressant parce qu'il y a on voit, et c'est à mon avis un peu ce qui viendra dans notre conclusion, peut-être un peu une convergence, c'est-à-dire que là, je sais pas si tu as vu, il y a eu la No Code Conf, donc la semaine dernière, et donc dans la présentation d'ouverture de Webflow, ils ont fait toutes leurs annonces, et ils prenaient ces trois justement briques que tu disais, donc la logique, l'interface, et puis ils appellent ça le CMS, mais c'est la base de données, quoi. Enfin, donc c'est vraiment, et donc ils veulent passer d'un outil pour créer des sites web à une plateforme pour créer des applications, quoi. Donc c'est vraiment intéressant. Enfin, comme tu l'expliques, on voit que on comprend bien ce truc-là, quoi, entre la spécialisation d'un outil et puis un peu l'essai, on va dire, de généricité. Je sais pas si ça se dit, essayer d'être générique pour une plateforme plutôt. Enfin, oui, d'être générique et intégré surtout, quoi. Après, c'est intégré, ouais. Enfin, je pense que les deux ont leurs avantages et inconvénients. On en parlait en préparation de l'épisode, mais les outils, tu vas devoir les intégrer ensemble, donc tu as plusieurs points de défaillance possibles potentiellement, et puis si tu as des mises à jour, il faut suivre les versions de chaque outil, ça peut être un peu plus lourd, alors que la plateforme, tout est intégré, mais par contre, tu as tous tes œufs dans le même panier, et ça peut être aussi potentiellement problématique si tu utilises une plateforme qui décide de doubler ses prix du jour au lendemain, par exemple. Ou qui met la clé sous la porte. Ou qui met la clé sous la porte. C'est le fameux vendor lock-in, comme on dit. Exactement. D'être enfermé un petit peu avec un prestataire. Mais du coup, je pense que ce que tu soulignes avec cette dualité, entre guillemets, je trouve, c'est que finalement, est-ce qu'une plateforme peut être fondamentalement no-code, dans le sens où, pour pouvoir adresser tous les cas d'usage? Ça, c'est peut-être un idéal vers lequel on va tendre. C'est l'objectif de Bubble, etc. Mais je pense que si on prend Bubble pour rester dans les outils no-code un peu grand public, finalement, on se rend compte, comme le disaient la semaine dernière les gens de Cube, c'est que il y a plein de limites. C'est normal, c'est inhérent, comme tu l'as bien dit. On peut pas adresser tous les cas d'usage, toutes les problématiques métiers. Et donc, c'est là où le code vient en supplément, quoi. Et c'est là où, tu vois, moi, mais alors peut-être je fais une distinction un petit peu artificielle. Je trouve que c'est comment tu mets du code, tu vois, comment tu utilises du code dans ces outils. Tu vois, et c'est là où tu vraiment, dis-moi ce que t'en penses. Moi, je fais un peu une distinction dans le sens où, par exemple, dans Bubble, tu vas écrire des plugins, par exemple. Tu vas étendre les fonctionnalités de Bubble
avec un mécanisme qu'ils ont mis en place, qui est un peu pas forcément hyper bien documenté et tout, mais qui existe. Mais il reste toujours interprété par la plateforme. Donc ça, et c'est une notion peut-être que tu pourrais expliquer entre le code interprété et généré. Et il y a des approches plus comme, on va dire, un outil comme Draftbeat par exemple, qui te permet de générer ton code, donc ton application mobile, dans le cas en React Native, tu as un projet React Native qui est généré, et puis là tu vas pouvoir étendre les fonctionnalités. Mais finalement, tu sors de la plateforme, tu peux plus y revenir une fois que tu as rajouté des choses, et là tu passes en mode dev. Et pour moi, les deux sont finalement des approches low-code, mais c'est un peu... Après, c'est un peu la question qui va pouvoir utiliser. Enfin voilà, je sais pas si... est-ce que ça fait une différence? Est-ce que c'est intéressant comme distinction? Est-ce que finalement, c'est le... Je pense, pour moi, tu touches le point, c'est que pour moi, les deux sont des approches low-code. Et après, c'est typiquement quand Bubble se présente comme un outil no-code, c'est probablement aussi un peu un côté marketing. Je vois d'autres plateformes comme Betty Blocks par exemple, qui est plutôt une plateforme d'entreprise, mais il se présente aussi comme un outil no code, mais en toute si on veut être réaliste, on peut pas tout faire on peut pas prévoir à l'avance tous les cas d'usage. C'est ce que tu disais. Le choix de la généricité, ça veut dire que tu vas devoir faire des compromis. Donc soit tu embrasses ce côté un peu no code et du coup tu arrives à une limite, une espèce de plafond de verre et tu peux plus rien faire. Soit tu permets à ta plateforme d'être extensible, comme le permet par exemple Bubble via le système de plugins que tu citais. Dans ce cas-là, tu vas plutôt étendre avec des fonctionnalités toujours génériques, mais pour adresser un cas particulier. Tu vas créer des nouveaux widgets, tu vas créer des nouveaux connecteurs, des choses comme ça. Et après, il y a l'aspect, l'autre aspect que tu citais, qui est de dire, je vais étendre avec du code écrit à la main. Pardon. Et dans ce cas-là, alors je connais pas Draftbeat particulièrement, mais je connais d'autres plateformes qui sont plutôt bien faites et où justement ce code écrit à la main, tu le fais à des endroits qui fait que tu peux continuer à utiliser la partie no-code. Et si tu respectes dans l'écriture de ton code les règles qui sont définies par la plateforme, tu vas continuer à avoir les deux qui coexistent. Alors bien sûr, si tu ajoutes dans ta plateforme un nouveau champ obligatoire par exemple sur ton entité client, et que dans ton code métier tu écris à la main, tu manipules cette entité là et que le champ n'est pas présent, il faut mettre à jour ton code écrit manuellement. Ça c'est évident, mais par contre on va pas, tu vas pas dire voilà, j'arrête d'utiliser le no code et maintenant je passe au code. Normalement typiquement sur Generative Objects on pouvait faire les deux en parallèle et c'était mais c'est le cas dans Draftbeat aussi. Okay. Enfin j'ai donné cet exemple parce qu'il était il montrait un autre aspect, mais en réalité tu peux faire les deux. Tu peux dans le contexte de Draftbeat aussi écrire du code et puis et il y a une approche, la même approche, elle peut être faite de deux manières, c'est-à-dire soit tu es dans un environnement intégré, alors je sais pas comment fonctionne Draftbeat avec React Native, mais typiquement avec Generative Objects, on générait aussi du code, et donc le back-end c'était du C#, le front-end c'était du JavaScript, et c'est toujours d'ailleurs, je parle au passé, mais parce que j'y suis plus, mais et en fait ce code là il est tu vas avoir des points d'extension, donc tu vas ouvrir ton Visual Studio, tu vas écrire ton code là où la convention veut que tu écrives ton code. Et après il y a d'autres plateformes qui ont une approche un peu différente, il me semble que c'est celle de Betty Blocks par exemple, c'est de dire on est complètement no code, et si tu veux faire du code métier en plus, il faut l'APIser, donc c'est ce que je disais derrière, c'est tu vas faire ce qu'on appelle du function as a service, donc tu vas écrire ton code en JavaScript par exemple, en Python, en ce que tu veux, tu vas le déployer sur un service différent. Amazon fait très bien ça avec les Lambda par exemple. Et tu vas ensuite connecter ta plateforme Betty Blocks, ton application, tu vas la connecter et dire quand je clique sur ce bouton, au lieu d'exécuter du code qui est dans ma plateforme, je vais aller sur ma Lambda Amazon et je vais exécuter ce code-là. Et ensuite, le retour va être renvoyé à ton application. Et donc, au final, tu mets... moi, je trouve cette approche un peu... pour un développeur qui a... Je trouve que ça complexifie l'approche dans le sens où tu vas avoir ton code à différents endroits potentiellement, puisque tu vas avoir une partie de ton code dans la plateforme, une partie sur Amazon. Donc ça dépend. Après, je pense qu'il faut trouver mais en termes d'architecture, je suis assez d'accord en termes de maintenabilité. Moi, ce que j'aime bien dans cette approche, c'est qu'elle permet de... Alors peut-être c'est un peu artificiel et ça maintient un peu ces deux mondes, mais ça permet d'avoir d'un côté que du low-code, du no-code plutôt, que du no-code. Et donc, parce qu'après, on peut aussi parler aussi un petit peu de qui utilise ces outils. Et par contre, le développeur,
il travaille avec, par exemple, comme tu dis, les lambda, bon, maintenant il y a d'Amazon ou d'autres services. Et là, il est maître dans son royaume. Tu vois, chacun est un peu dans son royaume, et ça fait... Bon, il y a une dépendance évidemment, mais je trouve qu'il y a une séparation un petit peu des responsabilités qui me paraît intéressante, qui d'une certaine manière aussi complexifie un peu, mais qui est... Bah, c'est ça, enfin, après, tu peux séparer les responsabilités, chacun son terrain, tu vois. Après, je pense que tu parlais des utilisateurs, et je pense que enfin, c'est ce qu'on entendait la semaine dernière aussi avec Pierre et Arthur de Cube. Dans un projet qui soit no-code ou low-code, il faut... Enfin, je sais que j'ai eu l'impression, en tout cas en les entendant, que chez Cube, les développeurs et alors je sais pas comment ils les appellent, ce que j'appelle moi les product builders, c'est comme ça qu'on les appelle chez Payfit, travaillent ensemble main dans la main pour construire le produit, parce que tu peux pas avoir deux équipes séparées complètement qui travaillent pour un même tu vois, produit. Ça c'est très intéressant. Enfin, vraiment, c'est que moi, de ce que j'ai compris, je vais pas dire de conneries, mais c'est vraiment que eux, en fait, c'est-à-dire que tous les gens qui construisent sont des développeurs, en fait. D'accord. Ils recrutent principalement des développeurs et des designers. C'est deux aspects vraiment différents, mais les développeurs qui utilisent Bubble sont des développeurs avant tout, tu vois. Et ça, c'est intéressant, et pourquoi pas, hein, ça marche bien, ce qu'ils font, et du coup, ils n'ont pas de limite. Moi, après, c'est vrai que mon sujet, c'est un peu toujours le même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont pas développeurs, tu vois. C'est-à-dire, et tu vois, et c'est là où je trouve que Bubble est quand même fondamentalement un outil no-code, puisqu'il permet de faire quand même plein de choses aussi pour les gens qui sont pas développeurs. Et le truc, c'est que de toute façon, les gens qui sont pas développeurs, ils vont pas pouvoir écrire de code. Et donc, c'est là où il faut, comment est-ce qu'on leur permet de travailler avec des développeurs, tu vois. Moi, je trouve ça super, tu vois. Pour moi, le low-code, enfin, j'ai déjà dit, donc je préfère avoir plus ton avis là-dessus, tu vois, mais comme tu l'as vraiment dit, c'est l'évolution de la programmation, donc c'est à destination des développeurs. Le no-code prend le problème en plus par le haut et dit comment est-ce qu'on peut proposer des outils ou des plateformes à des non-développeurs, quoi. Et après, il y a la jointure entre les deux, une espèce de convergence, tu vois, et laquelle on assiste un peu maintenant, quoi. Bah moi, je pense qu'on est vraiment à cette convergence, à ce point clé enfin moi, c'est ça qui me passionne aussi dans cette approche, c'est de rendre accessible à des personnes, on va dire, non techniques, en tout cas avec moins de background, de formation autour du développement, ce type d'outils, parce que clairement, enfin, on pourrait en parler, mais trouver des bons développeurs ou même des développeurs tout court, c'est compliqué. Donc, ça permet aussi d'adresser des besoins et même laisser les personnes s'auto-outiller. C'est vraiment l'approche. Alors là, je vais dire des plateformes low-code historiques, mais l'approche était celle du citizen developer, dont on entendait beaucoup, qui était en fait, on a le terme développeur dedans, mais c'était... Moi, j'ai rencontré, chez Generative Objects, quand on allait chez des clients, j'ai rencontré des gens qui faisaient des macros Excel qui étaient hallucinantes, et parce qu'ils n'avaient pas les outils pour travailler, et que, en fait, quand on leur donne une plateforme comme ça, en fait, que ce soit une plateforme no-code, mais même une plateforme low-code, ça les dérange pas d'apprendre un petit peu le JavaScript, un petit peu le C#, pour éventuellement étendre la fonctionnalité et faire le petit bout, les 3-4 lignes de code qui vont manquer pour faire un calcul. Parce que derrière, en fait, ils peuvent être super productifs. Et en plus, ça fait plaisir à la DSI d'avoir ce type d'approche en mode plateforme, parce qu'ils peuvent fournir un outil qui est dans un environnement plus sécurisé que les feuilles Excel qui se passent par email, sans mot de passe, sans... Enfin, je te passe les détails que tu connais probablement aussi bien que moi, mais l'idée là, c'est d'avoir une plateforme dans une entreprise. Donc là, on parle encore d'une approche un peu différente des outils no-code qu'on connaît bien chez No Code France, mais ces plateformes-là, elles vont être dans l'entreprise, mises à disposition des métiers dans l'entreprise, et on va leur dire, bah maintenant, vas-y, si tu as un projet, on te forme à la plateforme, ou alors on te met à disposition une personne interne. Je parle pas d'intégrateur ou de SS2I, je parle vraiment, de SN, pardon, on dit maintenant. Je parle vraiment de quelqu'un en interne qui va être formé à l'outil en question et qui va accompagner les utilisateurs internes des grandes entreprises pour créer leurs propres outils et outiller tous les processus qui étaient à la main ou faits de briques et de broc via Excel, généralement dans 90% des cas, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment une approche nouvelle, et le challenge pour ces plateformes, c'est d'aller le plus loin possible pour ces utilisateurs non techniques. Et on le voit typiquement quand tu regardes le modeleur de Mendix. Je connais moins OutSystem, mais
je pense qu'ils le font aussi. La manière dont ils modélisent la logique métier est très visuelle. Tu vas avoir le concept, j'invite les gens à se documenter, parce que je pourrais pas expliquer tout, mais il y a le concept de microflow, de nanoflow, c'est des flux de données, mais pas forcément en back-end, même en front-end, et qui est très visuel. En fait, on va avoir des boîtes avec, la donnée, elle passe par telle étape, telle donnée. En fait, on est en train de faire vraiment de la programmation visuelle pour quelqu'un qui est développeur comme moi. On reconnaît l'assignation à une variable, des choses comme ça. Mais on le fait de manière visuelle, et donc un non-développeur va pouvoir faire des choses s'il apprend le langage visuel qui est là. Mais donc justement, est-ce que c'est de la programmation Non, mais c'est très intéressant parce que tu as soulevé plusieurs points, et notamment vraiment celui de Citizen Developer, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne. Mais du coup, j'aimerais bien qu'on s'appuie, on fasse un petit focus justement sur Generative Objects. Parce que du coup, cette expérience que tu as là, elle m'intéresse, parce que justement, tu vas pouvoir nous dire, moi, ma première question vraiment, c'est est-ce que les gens peuvent vraiment s'en emparer? Est-ce que c'est un vrai truc, tu vois, que dans les entreprises, et je me fais un peu peut-être l'avocat du diable, l'avocat du no-code, tu vois, mais vraiment, c'est un truc, tu vois, où moi, j'ai ce côté, ce mot de citizen developer, il me déplaît un peu parce que dans les entreprises, c'est pas des citoyens, tu vois. Ouais. Il y a un mot, je l'aime pas non plus. Hein. C'est citoyen. J'utilise parce qu'il est utilisé par. Non, mais il désigne quelque chose, tu vois. Mais du coup, c'est cette notion de métier finalement. D'ailleurs, peut-être, je sais pas parce que je sais pas, on utilise beaucoup ce mot de métier. Je sais pas si peut-être tu veux le définir déjà pour des gens qui ont jamais travaillé dans des grands comptes ou des grandes entreprises. Tu vois, on n'a pas forcément cette notion-là. Et peut-être, voilà, si tu veux nous partager un petit peu cette expérience que tu as eue avec Generative Object, peut-être tu veux dire quelques mots sur ce que c'était le parti pris de base. Et à quel point, désolé, je pose plein de questions en un coup, mais après je te laisse la parole, mais vraiment à quel point justement ces gens non techniques peuvent s'en emparer. Et moi j'ai surtout vraiment un truc, c'est quelques lignes de code, tu vois. Il y a les gens qui font des copier-coller, tu vois, les gens qui utilisent Webflow, ils font des copier-coller de quelques lignes de code, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu une fausse promesse. C'est-à-dire que pour pouvoir écrire ces quelques lignes de code, en fait il faut juste sache programmer, tu vois. Mais voilà, je t'ai donné mon avis, mais maintenant vraiment je suis complètement ouvert, et c'est une des raisons pour lesquelles je vais faire cet épisode, tu vois. Alors, pour revenir juste pour la définition de qu'est-ce qu'un métier dans l'entreprise, c'est en gros tout ce qui n'est pas, toutes les fonctions toutes les personnes qui vont servir le but, pourquoi l'entreprise a été créée. Donc typiquement, si je prends une entreprise, un groupe comme SNCF, on va avoir des fonctions support qui sont plus, typiquement on parle de DSI, donc la direction des systèmes d'information, donc l'informatique, le département informatique comme on disait à une époque. Et puis après on va avoir des métiers, par exemple l'équipe qui gère les commandes, j'imagine, l'équipe qui gère, les achats, les achats. Il y a sûrement plein de, maintenant je connais pas la structure de tout SNCF, mais je sais qu'il y a typiquement SNCF Réseau où il va y avoir des métiers plus liés au rail, des choses comme ça. En fait, tout ça, c'est des gens qui sont au cœur de leur métier, et qui, pour eux, leur vie de tous les jours, c'est de gérer le métier de l'entreprise et pas de gérer ses fonctions support. Et c'est ces gens-là qui ont généralement pas d'outils sur mesure qui existent, parce que leur métier est très spécifique. Et donc la promesse du low-code, en tout cas c'était celle de Generative Objects, c'était de dire on va vous permettre de vous outiller pour votre métier à vous. Donc pour donner des exemples, on a travaillé sur parfois c'est des outils qui sont assez classiques. On a travaillé sur des outils de gestion de feuilles de temps, mais fait dans un contexte assez particulier, qui fait que c'est des règles de gestion qui sont différentes d'un outil qu'on peut acheter sur étagère. Après on a travaillé dans des contextes un peu plus techniques, ou sur de l'achat-vente de matières premières, avec des intégrations aux API de l'INSEE sur les indices de coûts de matières premières qui évoluent tous les ans, par exemple. Donc tous ces trucs-là, c'est des cas un peu métiers typiques. Et donc pour revenir à l'utilisateur de la plateforme, la façon dont on travaillait chez Generative Objects, on était à la fois éditeur mais aussi intégrateur. Alors on travaille aussi, Generative Objects travaille aussi avec des partenaires intégrateurs. Mais à l'époque, on avait aussi nos analystes en interne qui allaient co-créer en fait avec ces utilisateurs métiers l'application. Et l'idée, c'était de les accompagner dans l'expression du besoin, et de pas forcément coder tout de suite, d'avoir l'application créée au maximum. Et puis ensuite, derrière, chez nous, il y avait un développeur qui intervenait pour faire le code métier, parce que c'était la façon dont on travaillait. Mais il y a d'autres
d'autres approches où le développeur, en fait, ça va être l'intégrateur. Je donnais l'exemple tout à l'heure d'une entreprise qui va avoir des personnes en interne. Nous, on travaillait pas du tout avec la plateforme dans l'entreprise. C'était vraiment plus en mode d'intégration, enfin, service. Mais il y a d'autres boîtes, je sais comme Simplicité par exemple, que j'étais un peu plus tôt, qui elle a sa plateforme qui est dans l'entreprise, dans certains groupes en France. Et donc dans cette entreprise-là, il va y avoir des gens qui sont formés à la plateforme. Et ça peut être des gens qui ont des formations d'ingénieurs et qui sont pas forcément des développeurs, ou en tout cas qui n'ont pas besoin d'avoir le niveau de développement poussé. Après, je pense que tout s'apprend. Et c'est pas pareil de devoir apprendre le développement informatique pendant quelques années. Enfin, ça prend beaucoup de temps de faire des belles architectures qui sont robustes et tout ça. Et là, on parle pas de ça. Là, on parle vraiment d'écrire du code métier comme on pourrait écrire une macro Excel. Alors, je suis pas en train de déprécier ce travail. Je pense qu'il a une forte valeur ajoutée. Non, mais c'est plus loin, quoi. C'est-à-dire que dans tous les métiers, quand on veut créer une application, quand on veut créer du logiciel, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein d'aspects. Et là, la plateforme abstrait ou réduit le besoin de gérer certains aspects, l'hébergement par exemple, la connectivité. Tous ces trucs-là, on n'a plus besoin de s'en soucier. Et donc, tu peux mettre à disposition à des gens qui... donc déjà, peut-être, c'est pas l'intérêt. Enfin, typiquement, moi, tout ce qui est DevOps, la gestion de l'infrastructure et tout ça, c'est pas des choses qui me passionnent. Alors, de par mon métier, je m'y intéresse, mais je suis pas un expert dans ce domaine-là. Et donc, il y a des gens qui veulent pas du tout en entendre parler et qui vont du coup déléguer ces choses-là à la plateforme. Et je pense que des product builders qui ont une petite appétence technique, même pas forcément une formation d'ingénieur, mais une petite appétence pour le technique, peuvent apprendre peut-être à créer un plugin sur Bubble. Alors, tu me disais que c'était pas très bien documenté, mais ça peut être à étendre du code, typiquement sur un Mendix ou autre. Là, pour le coup, c'est plutôt bien documenté et je pense que tu peux. Je pense que les gens qui ont vraiment un besoin, si on leur met l'outil dans les mains et qu'ils sont bien accompagnés, on peut les lancer dans le grand bain au bout de quelques semaines, quelques mois, et que on réduit les risques que tu vas avoir quand tu laisses ces mêmes personnes faire un peu, alors excusez-moi du terme, un peu n'importe quoi avec justement alors ce qu'on appelle souvent le shadow IT, donc ils vont s'auto-outiller avec du Excel, voire aller acheter des trucs, d'autres outils qui sont pas forcément faits pour leur cas et qui sont pas intégrés dans le système d'information de l'entreprise. Et dans ce cas-là, ça passe sous le radar et c'est souvent mal vu par les directions. Alors qu'on les comprend. Enfin, ces personnes-là, elles ont besoin d'avancer et de travailler. Bien sûr. Hein. Non, mais c'est vraiment, tu vois, c'est bon. Après, peut-être je m'accroche à un truc, tu vois, qui est un peu. Mais moi, je pense que tu vois, même admettons que la plateforme soit bien soit bien documentée, tu vois, la manière d'étendre. Après, il y a différents niveaux parce que même à l'intérieur de ces fonctionnalités d'étendre, il y a aussi des choses qui sont plus de l'ordre de espèce de mini langage de programmation interne ou alors vraiment. Mais tu vois, admettons, je sais pas, je prends un exemple, mais tu vois, tu veux écrire un composant React pour une plateforme, Draftbeat, WeWeb. Voilà, moi, je suis obligé de citer que des outils no-code, low-code que je connais, mais moi, je pense pas que tu puisses le faire si tu sais pas faire. Si déjà à la base tu sais pas écrire du JavaScript, tu vois. Si tu fais pas de la programmation JavaScript, tu vois. Mais je parle pas la même chose dans le code métier. Là, toi, tu parles c'est là que je pense qu'il y a un niveau d'abstraction en fait qui manque. Je pense que ces trucs-là, et je suis complètement d'accord avec toi, il faut avoir un minimum de bagage en informatique pour faire en tout cas un widget qui est un peu propre ou des choses comme ça. Et puis il faut comprendre ce que c'est une interface, au sens API du terme, pour pouvoir comprendre les règles de chaque plateforme et la façon dont elles sont extensibles. Donc moi, le code métier dont je parle, c'est plus, tu vois, avoir des règles de calcul un peu particulières, mais qui vont être à implémenter par la plateforme, quoi. C'est-à-dire que la plateforme va te proposer quand même une abstraction de plus haut niveau, peut-être un peu comme tu donnais l'exemple des macros Excel, quoi. Ouais, mais en fait, ça peut être soit tu citais un langage interne à la plateforme, ou ça peut être même, pourquoi pas, du JavaScript ou du C# qui sont, peut-être le C# assez parlant. Le JavaScript, ça peut, c'est simple aussi à utiliser, tout se discute, hein, mais je pense que, moi, je suis peut-être très biaisé là-dessus aussi, mais ce que je veux dire, c'est que ce sont des langages où,
quand on te demande, en fait, là, tu vas vraiment écrire ce que j'appelle du code métier. Et toi, ce que tu me décris, c'est pas, pour moi, c'est pas du code métier. Pour moi, c'est étendre la plateforme avec une nouvelle fonctionnalité. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais, c'est pas le job d'un product builder. Mais je pense qu'un product builder qui a besoin pour son métier d'écrire 3 lignes de code, 10 lignes de code pour aller manipuler de la donnée parce qu'il n'y a pas dans la plateforme qu'il utilise un module qui permet, je sais pas, de faire un calcul un peu particulier par exemple, et ben il peut le faire parce que derrière ça ressemble, ça correspond d'un point de vue conceptuel à ce qu'il aurait fait sur des macros Excel ou même sans parler de macros, dans des cellules Excel il y a un langage, un domaine spécifique language aussi, donc un langage spécifique dans les fameuses formules qui sont dans Excel, et au final tu peux, pour moi, si ton langage est assez soit documenté soit intuitif, c'est pour ça que peut-être parler de langage de programmation, ça peut faire peur à certains, mais au final, les personnes qui font du Excel, qui font des formules dans Excel, au final, c'est ce type de langage aussi qui est, moi, je trouve pas très intuitif personnellement, mais et ça, c'est un autre débat. Mais tu vois, en fait, c'est une question de formation derrière. Et je pense que ce code métier-là, mon avis, c'est qu'un product builder qui a un objectif, c'est c'est son métier en fait. Son but, c'est que son métier fonctionne. C'est pas d'étendre la plateforme pour qu'elle soit meilleure. C'est vraiment de lui résoudre son problème qu'il a là maintenant. Et quoi qu'il arrive, il va le faire. Sinon, son alternative, ça va être de faire les choses à la main. Et puis, c'est généralement quand les gens commencent à s'outiller comme ça, c'est parce qu'ils sont arrivés à ils trouvent un intérêt. Ils ont un intérêt pour leur productivité. Ouais. C'est très intéressant, et puis comme tu l'évoquais, et peut-être que justement je pense que ça va être intéressant de parler du coup de Jetlang et de Payfit un petit peu dans la t'inquiète, dans la continuité de ça, parce que je pense que c'est justement une bonne illustration finalement de ce que tu viens d'expliquer. Mais juste pour finir sur ce sujet-là, ce qu'on évoquait aussi un peu en préparation, c'est aussi que même cette partie d'écriture de règles, etc., commence à être de plus en plus abstraite de manière visuelle. Oui. Et qu'en fait, finalement, il y a une fine ligne entre écrire du code finalement de manière textuelle, puisque c'est un peu ça qu'on entend, et faire de la programmation visuelle, où en fait, finalement, on tend vers ça. Et ça peut être quand même aussi nécessiter une certaine formation et complexité, quoi. Je pense que faire la programmation visuelle un peu poussée, ça demande une formation pour ne pas faire n'importe quoi. Pour moi, c'est ce que je disais juste avant, c'est qu'il y a 2 approches pour les personnes qui vont l'utiliser, pour les product builders. C'est soit tu es très bien formé, c'est bien documenté, et donc tu regardes en amont quelles sont les bonnes pratiques, soit tu as une plateforme qui est très contrainte et qui s'assure que tu fasses pas de mauvaises choses. Mais oui, derrière la programmation visuelle, ça reste, au final, on va peut-être pas rentrer dans les détails techniques, mais ça reste de la modélisation. Et tu le disais, quand tu modélises des concepts, soit tu utilises un langage textuel, c'est ce que sont les langages de programmation, les domaines spécifiques language, comme on en parlait, soit tu utilises un langage visuel, et le langage visuel, ça peut être un formulaire qui te permet de créer je sais pas, une nouvelle table ou des choses comme ça, ou alors ça peut être un outil en drag and drop comme on a sur Webflow pour créer ton interface. Derrière, ça reste, au final, qu'est-ce que le système fait, c'est qu'il lui va stocker alors un fichier, on va dire JSON par exemple, pour donner un exemple de fichier, mais ça peut être un fichier texte, ça peut être quoi que ce soit, et derrière ce truc là, c'est d'un point de vue de la machine, la machine elle interprète ça comme du code. Donc au final, ce que font tous les product builders, ce sont des codeurs sans le savoir. C'est un peu le monsieur Jourdain du bourgeois gentilhomme, en fait. Peut-être qu'on est tous des développeurs. Et puis, je pense qu'on a tendance à trop oublier finalement le fondement, c'est pas c'est la programmation, quoi. Donner des instructions à la machine. Oui, c'est de la programmation. C'est pas que tu le fasses sous la forme de texte ou visuel. Bon, finalement, c'est un peu. Je pense que cette question, on se la posera moins dans quelques années, quoi. De moins en moins, quoi, en tout cas. C'est de la programmation, et comme toute programmation, il y a des règles qu'il faut respecter, et je pense que c'est à chacun. Il y a une certaine attente de la machine que tu programmes. C'est ça. Juan, il aime bien donner l'exemple de la machine à laver. Je veux dire, c'est un programme hyper simple parce que tu donnes qu'une instruction, mais tu programmes ta machine à laver, quoi. Littéralement. Et il y a plein de choses comme ça. Mais peut-être que justement, alors pour continuer dans cette illustration, est-ce que tu peux nous parler du coup de ce que tu fais chez Payfit et puis de Jetlang? Oui. Alors chez Payfit, donc moi je travaille sur la plateforme Jetlang, donc
La plateforme Jetlang chez Payfit, elle a été, comme tu le disais en introduction... est-ce que tu peux dire un mot, peut-être il y a quand même des gens peut-être qui connaissent pas Payfit. Oui, c'est vrai. Et quel est le métier non, je t'ai pas demandé, puis je l'ai pas dit, mais du coup, le métier de Payfit, le nom indique pas mal, mais... Ouais, alors Payfit, c'est un éditeur logiciel de paie et de gestion des ressources humaines. Donc en fait, on a un outil en software as a service, donc sur Internet, qui permet aux TPE, PME d'avoir leur gestion de paye intégrée dans l'outil. Donc ils vont pouvoir suivre depuis ce qu'on appelle l'onboarding, donc l'intégration d'un nouvel employé jusqu'à son offboarding, donc le potentiel départ de l'employé, tout le cycle de vie de l'employé, donc ses feuilles de salaire tous les mois, la gestion des absences, des notes de frais, tout ça c'est intégré. Ça permet à une TPE, PME de s'outiller sans avoir à se prendre trop la tête, quoi. Je pense que tout le monde se rend compte, parce que tout le monde a déjà vu une fiche de paye, de la complexité de calculer. Enfin, moi, je veux dire, j'ai jamais rien compris. En France, ouais. Alors, est-ce que c'est le plus facile dans d'autres pays? Ça, c'est. Il y a des pays où les règles sont un peu plus simples. Ouais. Typiquement en Angleterre, oui, c'est en fait donc Payfit travaille on est sur 5 marchés en Europe, donc la France initialement, l'Espagne, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie. Et en fait justement, donc pour revenir à Jetlang, en fait, Jetlang a été créé au tout début de Payfit comme une abstraction. Donc on parlait d'abstraction, comme une abstraction au-dessus du langage de programmation JavaScript pour permettre à des personnes non techniques, donc ce qu'on appelle des product builders chez Payfit, de définir les règles de gestion de la paye dans chacun des pays. Donc pour illustrer ça, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est au final chez Payfit, c'est un peu comme si on avait 5 applications créées avec la plateforme. Et si on ouvrait un 6e pays, on aurait une 6e application. Mais en fait, on a une plateforme qui ne permet que de créer, enfin qui ne gère que 5 applications. Et on sait que actuellement, tant qu'on n'ouvre pas un 6e pays, on aura besoin de gérer que 5 applications avec notre plateforme Jetlang. Et donc pourquoi cette évolution entre langage et plateforme? C'est parce que, donc comme je disais, à la base, on parlait plutôt d'abstraire les règles de calcul, donc la complexité métier que tu évoquais, notamment en France. Et puis ça a évolué au fur et à mesure, on a rajouté des briques pour permettre au product builder de décrire aussi les interfaces. Et donc le modèle de données était déjà un peu intégré donc sous forme visuelle pour le coup, donc ils vont décrire l'arbre de composants d'une interface sur la plateforme Jetlang. Donc ça peut être typiquement, par exemple, si pour essayer d'imaginer, c'est pas très facile en podcast, mais je pourrais, moi, avec Jetlang, faire un petit formulaire avec des champs dedans. Exactement. Une interface vraiment. S'il y a des auditeurs qui utilisent Payfit en tant qu'utilisateur, qu'administrateur, que client, la majorité des interfaces avec lesquelles ils vont interagir en tant qu'administrateur, donc tout ce qui concerne la paye principalement, en fait, ont été construits en Jetlang par des product builders. Donc c'est-à-dire que mes collègues développeurs et moi, on n'a pas codé ces interfaces directement, on a juste codé les outils qui permettent aux product builders de d'écrire ces interfaces, quoi. Et donc et bien sûr derrière il y a toutes les règles de gestion qui sont un peu cachées. Donc si je prends un exemple, juste parce que même moi j'essaye de me représenter, mais admettons il y a, je sais pas, il y a le Covid qui arrive, donc il faut que les patrons puissent déclarer quelque part que les employés sont au chômage partiel ou un truc comme ça. Ça, c'est un cas qui est pas encore pris en compte. Vous avez un product builder qui va se mettre sur le sujet, qui va comprendre comment ça marche et créer l'interface pour le patron. Exactement. Pour dire lui c'est 80%, lui 70% de... C'est ce qu'on a fait en avril 2020 quand le chômage partiel, le concept d'activité partielle existait déjà dans la loi, mais il était très peu utilisé par les entreprises et là il a été un peu démocratisé par les facilités que le gouvernement a mis en place. Et donc au moment de l'annonce, entre l'annonce mi-mars et puis début avril, en France, les product builders ont déjà créé une première version du chômage partiel, on va dire, de l'activité partielle. Et puis ça a évolué bien sûr au fur et à mesure des annonces, et puis pour accompagner toutes nos entreprises clientes dans les évolutions des lois, enfin des règles que le gouvernement a mis en place. Et ça, dans tous les pays, c'était à peu près la même chose. Il y a eu plus ou moins des choses similaires. J'imagine que là, on touche peut-être déjà un des premiers intérêts d'avoir fait ce choix dès le début d'un langage de programmation de plus haut niveau, de Jetlang, etc. C'est de pouvoir s'adapter très vite, d'itérer très vite,
de pas dépendre que des développeurs. Enfin, là, typiquement, en 2 semaines, on avait une première version de cette activité partielle qui permettait tout ça parce que la plateforme qui existait, elle permet au product builder de se focaliser sur cette valeur métier. Et derrière, il y avait déjà toute la plomberie dont je parlais tout à l'heure qui permet d'itérer très rapidement, de redéployer le code. Les product builders chez PayFit, ils déploient le code peut-être en moyenne, en France en tout cas, ça va dépendre des pays, mais en France, c'est entre 1 et 2 fois par jour. Donc il y a des nouvelles versions de Jetlang qui sont poussées, alors soit pour des bugs fixes, soit pour des nouvelles features. Et donc typiquement sur l'exemple de l'activité partielle, c'était en 2 semaines, on avait une première version et après on a itéré très rapidement. Enfin, quand je dis moi j'ai pas itéré parce que c'était pas moi, c'était les product builders, mais et donc parce que ton travail, ça n'a pas dans un truc plus bas niveau, on va dire plus au contact de la création du langage, y a rien qui a changé pour toi. C'est l'usage. Exactement. Il y avait un nouveau cas métier à intégrer, donc ils l'ont fait, et nous derrière, on n'a pas ajouté de nouveaux widgets pour ce cas métier, par exemple. C'est des choses qu'on fait en parallèle, mais qui ont en fait sur des timelines un peu différentes. Et donc, et là où tu dis, pour revenir un peu au débat qu'on avait sur l'extensibilité d'une plateforme, en fait, on a bien une équipe plateforme Jetlang, qui est une équipe de développeurs avec on est une équipe qui travaille en Triforce, donc on a aussi des gens du produit et du design qui elle gère la roadmap de la plateforme, et donc on va ajouter typiquement des widgets pour donner le truc le plus parlant peut-être, mais les widgets, ça va être des éléments que les product builders vont pouvoir utiliser. Exactement, des éléments graphiques. On va pouvoir toutes les briques de base finalement. Enfin, comme vous créez des nouvelles pièces de Lego pour que les product builders puissent. Exactement. Et sachant que peut-être la spécificité que j'ai pas abordé encore de Jetlang par rapport à une plateforme plus générique qu'on va trouver, qu'on a cité en première partie de l'épisode. Jetlang, en fait, on l'a conçu pour être très proche des concepts de la paye et des ressources humaines. Donc ça veut dire par exemple que on a un concept qui s'appelle le pay period, donc la période de paye, en fait, c'est-à-dire le mois sur lequel ton salaire est impacté, sachant que c'est pas forcément un mois calendaire, parce que des fois il y a des boîtes qui décident de déclencher la paye, je sais pas, le 25 du mois, le faire le 30 ou le 31. Donc on a besoin de cette différence qui est très métier, hein, c'est pas quelque chose qu'on peut nous systématiser côté tech. Donc en fait, on a ajouté ce concept de pay period dans la plateforme, et qui fait que les product builders peuvent manipuler ce concept-là pour définir dans leur règle métier, quand quelque chose se passe sur le mois courant, donc la période courante, pardon, je vais peut-être déclencher des déclarations à l'URSSAF, parce qu'on gère aussi toute la partie déclarative, donc il y a des règles de déclenchement, mais quand ça arrive après, je vais dire peut-être la fin de la pay period, et dans ce cas-là, on passe dans un mode de régularisation, c'est-à-dire qu'on peut pas modifier le passé, donc il faut régulariser sur la pay période suivante la paye et tous ces trucs-là. Donc ça, c'est des concepts très métiers, donc j'en parle, mais c'est peut-être pas, même pour moi, c'est pas tout est pas très très parlant, mais en fait c'est des concepts qui sont au cœur de la plateforme et qui font un peu la force de cette plateforme, c'est par rapport à une plateforme générique, pour nous en tout cas, et c'est pour ça que c'est une plateforme interne, c'est-à-dire que je pense que la majorité de nos auditeurs, à part s'il y a des concurrents qui nous écoutent, n'auraient pas d'intérêt à utiliser cette plateforme. Et peut-être pour donner un exemple un peu plus parlant, de concepts cœur à edge, aux ressources humaines et à la paye. Chez PayFit, on a des concepts métiers comme le concept d'employé, d'entreprise, de holding, tous ces concepts de base qui sont commun à tous les pays, parce qu'on on travaille avec les autres entreprises qui ont des employés. Ces concepts-là, ils sont, on va dire, un peu comme des templates sur la plateforme, c'est-à-dire que alors que je le disais, on a 5 applications actuellement, mais si on crée une 6e application, en fait, en créant cette application, on aurait le template de base que sont ces concepts d'employés et d'entreprise, et nos product builders dans le 6e pays qu'on ouvrirait ne pourraient pas s'en abstraire. Ils seraient obligés d'utiliser ces concepts-là parce qu'ils sont utilisés dans le code générique global écrit par les développeurs du reste de PayFit. Donc ils ont un contrat à respecter, c'est comme ça qu'on le présente en tout cas, avec ces développeurs globaux qui dit
on manipule ces données-là, donc vous devez les utiliser aussi. Et donc on a embrassé un peu ce côté, on gère de la paye, on gère des ressources humaines, donc on construit une plateforme sur mesure qui est un peu notre différenciant, notre différenciant commercial, on va dire interne, qui nous permet d'aller vite sur ce que tu disais comme exemple, par exemple. Et pour essayer juste dernière question peut-être par rapport à ça, mais comment se représenter, tu vois, l'environnement de travail des product builders, tu vois, cette fameuse plateforme que eux utilisent, tu vois, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est une plateforme web, hein, comme les autres plateformes, et avec le fameux triptyque modèle métier, modèle UI, enfin modèle interface, et puis la partie quand j'en parle modèle métier, ça va être tout ce qui est variable et tout ça, et puis ensuite derrière on va pouvoir gérer des workflows, des trucs comme ça. Donc la plateforme elle évolue constamment, mais on a un environnement de développement pour les product builders qui s'appelle le processor chez nous, et donc un product builder qui va vouloir modifier des features, il va lancer sa session sur le processor, et il va travailler directement en collaboration avec ses coéquipiers des équipes, soit en France, soit son pays, quoi, sur nous on appelle ça vraiment la code base, donc la base de code Jetlang. Donc au final les product builders se rendent pas forcément compte que c'est du code, puisque ça a pas c'est très graphique, hein, au final c'est des formulaires pour créer ce qu'on appelle, on appelle ça des variables, les entités les champs d'entités, donc ça va être des variables. Donc on utilise un peu quand même la typologie de la programmation, et donc ces variables là, pour donner un exemple, en France, il y a, pour gérer la paye et les ressources humaines, il y a un peu plus, à date, j'ai pas regardé les chiffres récemment, mais la semaine dernière, il me semblait qu'il y avait un peu plus de 13 000 variables qui représentaient les employés, les compagnies, les entreprises en France. Et donc ces variables-là, il y a des variables de différents types qui sont soit de type ce qu'on appelle utilisateur, donc c'est ce que va saisir un administrateur quand il va créer son entreprise ou ajouter un employé sur l'interface. Et puis il y a des variables qui sont plutôt de type calculé. Et donc c'est là où on a vraiment la force aussi de Jetlang, c'est qu'on a un moteur de calcul qui permet au product builder en fait d'exprimer des règles de calcul et assez poussées, avec des éléments, des mots-clés dans un langage interne, un langage d'expression qui sont très proches de la paye. On a des mots-clés qui permettent de calculer le nombre de... Un petit peu comme les formules, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est un peu comme les formules d'Excel. Au final, on pourrait voir ça un peu comme une grosse feuille Excel de 14 000 cellules, mais c'est un peu ça, on en rigole, mais derrière, techniquement, c'est la même problématique que de faire des calculs sur Excel. Il faut trier les dépendances et tout ça. Et donc, du coup, en fait, les product builders, eux, ils créent, typiquement, ils créent une variable pour le brut, et puis ils vont dire, cette variable, c'est la somme de telle et telle autre variable, parce que le brut, c'est la somme de peut-être ton brut de base, plus des bonus potentiellement, des choses comme ça. Et puis derrière, il y a des règles qui s'appliquent. Certaines variables sont un peu plus complexes qu'une simple somme, parce que tu dois intégrer, par exemple, l'ancienneté, en fonction des conventions collectives, tu vas avoir des règles différentes. Donc on a un système aussi d'arbres de conditions, un peu les fameux if qu'on a en programmation. Il y a un système visuel qui te permet de dire, si je suis dans ce cas de convention collective, par exemple Syntec, et alors je vais faire tel calcul. Si je suis dans une autre convention collective, je vais avoir cette valeur-là, et ainsi de suite. Donc en fait, les product builders vont définir ces calculs-là. Et ils vont aussi définir, comme je le disais, la partie plus graphique, donc les formulaires d'interaction des administrateurs. Et donc là, on est plus sur une approche assez classique. Ils vont avoir des composants comme des inputs, des champs texte, des champs, des boutons radio, des checkbox, des toggles, tous ces trucs-là, des listes. Et ils vont composer comme ça leur interface avec des règles de visibilité sur tel ou tel champ pour dire, en fonction des cas, je veux afficher ou pas tel champ, quoi. Ok, non, je pense que c'est assez, c'est très clair. C'est vraiment hyper intéressant le côté faire. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de sociétés qui ont créé vraiment une plateforme pour développer leurs produits? Alors des plateformes entières comme ça, j'en connais pas. On a un peu cherché, et d'ailleurs s'il y a des auditeurs qui veulent échanger avec moi, je suis très ouvert là-dessus, parce que j'ai échangé avec quelques startups qui ont créé ce qu'on appelle plutôt leur DSL, donc Domain Specific Language, donc c'est plutôt un langage textuel, une abstraction métier pour permettre d'instancier de créer des règles métiers.
Du coup, que vous avez aussi. Que nous, on a mais aussi. Mais qui nous, sert de base seulement à la plateforme. C'est ça, nous, on a ajouté par-dessus toute cette partie vraiment plateforme de création d'interface, enfin, tout ce que je citais depuis le début, tu vois. Pour moi, en fait, le DSL, c'est vraiment, il va venir en surcouche d'un langage existant et ça va demander, quand c'est des cas très spécifiques, c'est très intéressant pour les métiers, mais ça leur donne moins d'autonomie qu'une plateforme qui, elle, va leur permettre de créer vraiment tout. Donc, je connais pas d'autres entreprises qui ont cette approche outillée vraiment de plateforme adaptée à leur cas. Mais je pense que ça va arriver. C'est clairement, nous, c'est une valeur différenciante pour itérer, et je pense que vous allez montrer un peu l'exemple aussi, ça crée un précédent. Oui, peut-être aussi. Vous documentez aussi pas mal tout ce que vous faites. D'ailleurs, je mettrai les liens, je pense, vers votre Medium, etc. Mais bon, ça, je te redemanderai à la fin. Mais j'ai une dernière question avant d'arriver un petit peu sur la conclusion, parce qu'on arrive à 1 heure à peu près. Ces product builders, déjà, combien on a à peu près au total, peut-être chez Payfit, combien on a par application, et c'est quoi leur profil? Alors, le chiffre exact, c'est on recrute vachement. D'ailleurs, je vais faire un peu de pub et d'autopromo, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à soit me contacter, soit aller sur le site de recrutement. Mais si tu peux nous donner un peu profil, ça va être très intéressant, parce que tu vois, on revient un petit peu à la question de qui sont les utilisateurs de ces plateformes finalement, tu vois. Ouais. Qui peut s'en saisir. Mais juste par curiosité, combien il faut de personnes pour ouvrir un pays, par exemple, tu vois? Très peu. Typiquement, on a ouvert l'Italie en 2020. Il me semble qu'il y avait 1 ou 2 product builders au début. D'accord, ok. C'est pour avoir l'ordre. Et puis après, là, l'équipe italienne s'étoffe. On est vraiment aussi en mode, on teste le marché, on va pas ouvrir toutes les conventions collectives en même temps. Donc c'est vraiment en mode itératif. Et là, je sais pas exactement l'équipe italienne quelle est sa taille, mais pour donner un ordre de grandeur, en France, on est plutôt autour il me semble, d'une 30aine, si je veux pas dire de bêtises. Je sais qu'on a un objectif d'être une 50aine en France d'ici. Product builder, spécifiquement. Oui, product builder, ouais. Juste pour la partie française, mais je veux pas dire de bêtises sur les chiffres. Non, mais bon, c'est pour avoir un ordre de grandeur à peu près. Tu vois, comprendre, est-ce que c'est 4 ou non. En France, en France, on a même des squads, donc des équipes dans l'équipe produit France, donc l'équipe purement product builder. Il y a des équipes spécialisées, donc il y a une équipe qui va être qui s'appelle par exemple Payroll Event, il va y avoir une qui est plus sur l'aspect absence, plus sur sur chaque aspect métier, parce que justement on est arrivé à un stade du produit où on doit couvrir tous les aspects métiers de manière un peu précise, avec des gens experts, quoi. Et pour les profils, il y a vraiment de tout. Ce qui est intéressant, je trouve, dans le métier de product builder, c'est que c'est des gens qui sont un peu touche à tout. Enfin, nous, on travaille en Triforce, je le disais, chez Payfit, c'est-à-dire qu'on a, dans les équipes globales, on a des gens du produit, des gens du design et des gens de l'ingénierie. Et en fait, on a les product builders, ils ont un peu ces 3 profils en même temps, et peut-être un petit côté entrepreneuriat aussi, parce qu'il faut être un peu je sais pas si c'est autodidacte, mais en tout cas, aller chercher un peu l'information, être un peu autonome là-dessus. Donc, et on a vraiment de tout. Enfin, il y a des gens qui ont fait la même école que moi d'ingénieur. Il y a des gens donc il y a des gens qui viennent d'école d'ingénieur, des gens qui viennent d'école de commerce, il me semble. Il y a des gens qui viennent de la fac. Il y a des gens qui ont pas particulièrement fait, d'études, qui ont appris un peu sur le tas. Ouais. Donc je pense qu'il y a un peu tous les profils, mais l'idée c'est il y a des gens qui sortent d'école, il y a des gens qui ont un bagage professionnel un peu plus important. Il y a pas de, c'est plus des têtes bien faites. C'est aussi ce qu'on cherchait. Je me souviens chez Generative Black, on cherchait des gens qui étaient un peu curieux de tous ces aspects. Alors bien sûr, on peut pas être spécialisé à la fois. Enfin, en tout cas, je pense pas, mais je reste encore à être contredit, mais à la fois en design, en product management et en ingénierie, mais on peut avoir une appétence pour ces 3 aspects-là, et après, typiquement dans les product builders, notamment en France, qui est le pays où il y a le plus de product builders, certains vont se spécialiser peut-être un peu plus sur l'aspect un peu plus tech. Moi, je travaille avec un architecte product builder, donc qui vient de l'équipe France et qui lui est spécialisé de la plateforme Jetlang sur les aspects techniques de la plateforme, mais pas forcément sur les aspects de code, code de mon côté à moi, mais vraiment sur les aspects de code Jetlang. Donc il va connaître tous les patterns et des choses comme ça.
Donc il y a vraiment des profils qui vont ensuite se distinguer au fur et à mesure, mais le product builder, quand il rentre chez PayFit, il est assez transverse sur ces 3 parties-là. Et peut-être une dernière question par rapport à ça. Comment vous le formez? Comment il se forme? Parce que forcément, il peut, comme tu dis, avoir des appétences ou une majeure, j'ai envie de dire, dans les 3 secteurs, mais du coup, il faut au moins qu'il apprenne. Oui, il y a un parcours d'onboarding sur la plateforme avec des exercices, une formation. C'est combien de temps à peu près Alors, pour être à l'aise sur la code base française qui est assez complexe, je pense qu'il faut, je dirais, au minimum 3 mois, voire plus. Okay, oui. Mais c'est parce qu'il y a de l'existant. Après, la plateforme elle-même déjà est pas forcément des plus facile à utiliser, parce qu'elle a été créée un peu au fur et à mesure. Donc c'est des choses sur lesquelles aussi on travaille dans l'équipe justement de Jetlang Platform, donc notre équipe à nous, essayer d'améliorer l'expérience des product builders pour réduire le temps d'onboarding des product builders. Mais actuellement, c'est un onboarding qui est de l'ordre de... Je pense que 3 mois, c'est un strict minimum, et ça va vraiment dépendre... c'est intéressant, mais parce que tu vois, finalement, je sais pas, moi, je suis déjà arrivé dans des startups en tant que dev, t'arrives sur tu vois, le temps de rentrer dans le produit, pareil, tu mets plusieurs mois, quoi, en réalité. Même si tu connais le langage de programmation utilisé, découvrir le produit, sauf que là, tu découvres l'outil et le produit créé avec l'outil, quoi. T'as un peu les doubles niveaux chez PayFit. Après, c'est marrant ta remarque, c'est marrant. J'ai discuté avec un product builder il y a quelques semaines qui, lui, avait travaillé un peu sur Mendix avant et qui me disait, moi, je retrouve un peu mes petits et ça m'a simplifié l'onboarding. Donc, c'est un peu comme tu dis, tu vois, c'est le même parallèle avec je connais tel langage de programmation, j'ai pas besoin de le réapprendre. Là, en fait, alors c'est pas la même plateforme, clairement, mais on peut mapper parce que je pense que toutes les plateformes fonctionnent peu ou prou de la même façon, et donc du coup les product builders qui ont déjà travaillé dans le monde du no-code, low-code, ils vont retrouver un peu leurs petits, et c'est aussi ça. Moi, typiquement, quand je suis arrivé chez PayFit, j'ai reconnu des choses que j'avais vues par le passé, et c'était simple. Je pense qu'on commence à voir ça. On est au tout début, tout ça, mais un petit peu des gens qui sont à l'aise avec Bubble, ils vont arriver sur Adalo, je dis un peu au hasard, mais tu vois, ils vont être à l'aise, quoi. Ils vont être plus à l'aise. Le temps de découvrir un petit peu les spécificités de la plateforme, comme tu découvres un peu les spécificités d'un langage, mais finalement, quand tu as les concepts, on en revient toujours à ces 3 concepts qui sont vraiment fondamentaux, mais une fois que tu as compris, notamment, moi je pense que celui qui est le plus complexe, c'est la base de données, quoi, la modélisation des données. Moi je vois dans nos élèves, on a une formation à Adalo, c'est vraiment le point le plus difficile, quoi. C'est facile de faire des choses pas propres, je pense, parce qu'on... Oui, c'est clair, c'est facile d'utiliser un tableur, mais les relations, les tables de jonction, etc. On va pas rentrer plus que ça dans le détail, mais c'est vraiment des notions pas évidentes, et qu'il y a plein de moyens d'apprendre différemment. Tu peux les apprendre en faisant du MySQL, ou tu peux les apprendre en faisant du Bubble, ou du Airtable, quoi. Puis t'as différents niveaux d'abstraction. Écoute, tout ça a été hyper intéressant. Je pense qu'on a bien couvert un petit peu tout ce qu'on voulait évoquer. Peut-être pour conclure un petit peu, toi, ta vision finalement de où est-ce qu'on va avec tout ça. On a donné quelques petits pointeurs, tu vois, un petit peu ou alors les synergies déjà aussi qu'on voit là-dedans. Un petit peu ce que voilà. Où est-ce qu'on va? Moi, j'ai deux réponses. Alors, après, mon avis personnel, c'est que je vois, on en parlait aussi un tout petit peu tout à l'heure. Je vois avec les Airtable qui proposent interfaces, avec Webflow qui commence à parler de logique métier. Je pense qu'on va à court moyen terme, vers une convergence de tous ces outils no-code vers une approche peut-être plus plateforme. Je pense que... Et à l'inverse, on voit qu'il y a des plateformes qui commencent à marcher sur les plates-bandes. Tout le monde est un peu en train de se regarder, qui fait quoi, voilà. Je pense qu'on va... Clairement, le marché, il y a de la place pour beaucoup de gens, mais il y a probablement certains il y aura pas de la place pour tout le monde, à mon avis, quand même. Pardon? Il y aura pas de la place pour tout le monde. Non, voilà, c'est ça. Il y en a certains qui vont passer devant parce qu'ils sont plus utilisables, parce qu'ils font certaines choses mieux. Et j'ai l'impression que, voilà, la plupart des outils, au fur et à mesure, vont ajouter des features pour couvrir un peu tous ces trois domaines dont on parlait. Et puis après, sur le futur vraiment du low-code, alors là, on est plus sur le côté peut-être innovation, prospective, je sais pas, mais je pense que l'approche qu'on a chez PayFit d'avoir une plateforme propre à notre besoin métier, c'est quelque chose qui
qui est vraiment un facteur différenciant pour nous, et je pense qu'on va le voir émerger dans d'autres entreprises. Alors c'est compliqué parce que actuellement il n'y a pas de, enfin il faut le créer de toutes pièces presque. Après je sais que typiquement chez Generative Objects, Walter Almeida, donc le CEO de Generative Objects, travaille sur la next generation de la plateforme pour pouvoir générer des plateformes qui créent qui sont eux-mêmes des plateformes low-code, donc créer une espèce de méta-plateforme qui permet de créer sa propre plateforme. Tout ça en open source a priori, donc c'est pas pour tout de suite, mais j'en ai parlé avec lui il y a quelques jours, et je sais que c'est quelque chose qui est dans les cartons. Et pour moi, c'est vraiment enfin, si on va dans l'évolution des abstractions, au final, l'abstraction naturelle derrière, ce serait de dire, ok, comment est-ce que je peux créer moi-même ma propre plateforme pour mes métiers, pour que eux soient plus productifs. Et donc, il faudra, comme on a déjà dans le monde des langages, des manières de créer des langages spécifiques, il faudra une ou plusieurs méta-plateformes qui permettent de créer des plateformes plus spécifiques que juste les plateformes génériques qu'on a actuellement, et donner accès à ces méta-plateformes à des personnes qui sont peut-être moins techniques aussi. Donc moi je pense que là on est vraiment tu le disais, une espèce de point clé de notre métier où on ouvre les possibles à toute une nouvelle frange de la population d'accéder au développement web au sens large du terme, et je trouve ça super excitant de voir que au développement de logiciel, quoi, finalement. Oui, logiciel aussi, mais c'est vrai qu'on est très web avec les outils. Non, mais le mot logiciel, il est devenu un peu ringard. Et en fait, c'est ça qu'on fait tous toute la journée, quoi. Finalement, on crée du logiciel, du software. En anglais, ça passe mieux. Ouais. Ou des applications. Mais le problème, c'est que les applications, quand on dit application, les gens, ils pensent tout de suite mobile, et c'est un peu. Mais finalement, c'est ça, quoi. Mais non, c'est très intéressant parce que du coup, là, tout ce que tu nous as partagé, ça arrive bien à cette conclusion, tu vois, de ce que vous avez fait chez PayFit, comment créer un outil qui permette de faire ça de manière générique, quoi. Oui, c'est un peu ça la question. Ouais. Je pense qu'il y a des gros challenges. Ouais, ça doit être un sacré challenge. Ouais. Et vous, du coup, si peut-être pour conclure là-dessus, peut-être l'évolution que toi tu vois de ce que vous faites. Est-ce que vous, par contre, l'évolution, elle est sur toujours plus d'abstraction, on va dire, simplifier la vie des product builders, quoi, j'ai envie de dire, des choses de plus en plus visuelles ou... Oui, enfin, tu vas dire chez PayFit. Chez PayFit, là, oui, là, chez PayFit, il y a quand même pas mal de choses à améliorer sur la plateforme, donc on est en amélioration continue pour rendre service aux product builders et puis bien sûr à nos clients au final, puisque PayFit c'est un produit qui va continuer à évoluer. On a un certain nombre de marchés, de conventions collectives qu'on n'adresse pas encore, et parce que la plateforme a des limites, donc on veut faire évoluer la plateforme pour ça doit être des arbitrages aussi en fonction de est-ce qu'il y a un marché pour telle convention collective ou je suppose qu'il faut faire des choix, quoi. De toute façon il faut toujours faire des choix. Moi, je suis pas forcément sur les arbitrages purement business, mais même sur les arbitrages techniques, dans tous les cas il faut faire des choix aussi. Ouais. Bon, écoute, super, merci beaucoup pour tout ça. Merci à toi. Où est-ce qu'on peut te suivre un peu? Où est-ce que vous, toi, à titre personnel ou chez PayFit, vous documentez aussi un petit peu tout ça? Alors chez PayFit, on a un blog produit qui s'appelle Backstage, où j'ai d'ailleurs posté un article sur un peu tout ce qu'on s'est dit, sur l'histoire du low-code et puis comment on est arrivé à la plateforme Jetlang. Après, moi, j'ai un site perso qui répertorie à peu près tous mes points de contact, donc LinkedIn, Twitter. Donc mon site perso, c'est mon nom de famille.fr, donc villarenne.fr. Je mettrai le lien dans les notes, évidemment. Et puis après, sur le blog PayFit, on essaye moi j'aimerais bien poster un peu plus de discussions autour de Jetlang et de l'évolution du low-code pour faire évoluer ce monde-là, quoi. Et puis bien sûr, je suis aussi dispo sur le Slack No Code France, puisque c'est là qu'on échange régulièrement. Tout à fait. Et écoute, on va continuer cette discussion là-bas. Je suis assez curieux d'avoir les avis du coup des gens qui auront écouté, un petit peu partagé autour de ça. Et puis on va voir un petit peu. Maintenant, c'est l'avenir aussi qui nous dira un petit peu l'évolution de tout ça. Yes. On pourra s'en reparler, à mon avis, de temps en temps, et suivre un petit peu l'évolution des outils. On n'a pas beaucoup parlé des outils un peu low-code, entreprise, on va dire, que tu as des fois cité, Mendix, etc. Bon, ça, je pense que c'est encore
encore même aussi un peu le sujet quasiment d'un autre épisode. Mais par contre, ce que tu nous as partagé, je trouve, sur Generative Object, donnait déjà vraiment un aperçu de ça, notion de métier, à qui on donne les outils, et puis et aussi ce métier de product builder, que je sais d'ailleurs aussi Milan, je sais pas si tu as déjà échangé avec lui, avec Milan aussi. Donc voilà, moi je l'inviterai aussi sur ce podcast quand il aura fait sa formation pour parler aussi de sa vision à lui. Il y a une quelque chose un peu par rapport à vous, mais lui aussi avec sa vision. Donc voilà, je trouve qu'il y a plein de choses qui se passent sur ce front-là, et là c'était un peu un espèce d'élargissement, j'ai envie de dire, du no-code, du low-code, et un peu de tout ce métier des gens qui créent du logiciel, quoi. Yes. Sans coder. Sans coder. Ou en codant le moins possible. En programmant, mais sans coder. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Voilà, on a parti un petit peu, peut-être un peu trop dans les sujets techniques, ou pas assez. Si vous pensez qu'on n'est pas allé assez dans les sujets techniques, je vous invite à écouter le podcast auquel Thomas a participé, qui était très intéressant, de IFTTD. Et puis, eh bien nous, n'hésitez pas à venir nous dire, comme d'habitude, que vous avez lancé l'épisode sur le Slack de No Code France, channel podcast Contournement. Voilà, on est très curieux avec Thomas d'avoir un petit peu vos impressions sur ce sujet. À vous, communauté des no-codeurs, a priori, de no-codeuses. Voilà, un petit peu sur ces sujets de low-code. Est-ce que c'est trop technique, pas technique? Est-ce que ça vous concerne, ça vous concerne pas? Voilà, toutes ces choses-là. Curieux d'avoir vos impressions. Je sais pas aussi, à titre personnel, est-ce que je dois creuser ce sujet? Moi, vous le savez, je suis très no-code, mais est-ce que de temps en temps il faut quand même continuer à parler du low-code dans ce podcast? Est-ce qu'il faut faire un live sur No Code France pour aborder le sujet, un débat, je sais pas, ce que vous voulez. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, en tout cas, ça m'intéresse. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, la semaine prochaine, on se retrouve pour aborder un sujet complètement différent. On va passer côté design et on va parler des design ops. Voilà, j'ai vraiment hâte. J'ai pas encore enregistré l'épisode au moment où je parle, mais j'ai vraiment hâte d'aborder ce sujet. Vous le savez, donc on parle beaucoup des ops dans ce podcast, évidemment, c'est vraiment le fer de lance de Contournement. Et moi, je vois des ops apparaître partout. Alors, on a parlé déjà des BizOps dans l'épisode, je crois, 44 avec les gens de Tiller. On a parlé des ops un petit peu général avec Pauline il y a quelques épisodes. On va encore en parler aussi de manière un peu générale. Et puis, ça se spécialise vachement. Il y a les RH Ops, il y a les BizOps, BizOps, je l'ai dit déjà, Sales Ops, et puis Design Ops. Même les designers ont des sujets d'Ops. Tout le monde a des sujets d'outillage, de toute façon. Voilà, n'hésitez pas aussi à me dire quel sujet d'Ops je pourrais creuser. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici et à la semaine prochaine.